Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous tenir compagnie cette semaine sur Télé Hémicycle. Voici les titres de ce journal. Les élus du peuple se sont réunis au sein de l'hémicycle dans la matinée pour poursuivre l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'année 2024. Ils ont abordé le point relatif au projet de loi sur la Commission béninoise des droits de l'homme. Plus de précisions dans ce journal. Au cœur de l'administration parlementaire figure un service responsable des archives de l'Assemblée nationale et de la République. Dans ce journal, nous irons à la découverte de ce service. Tous les 21 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des guides de tourisme. Dans cette édition, nous mettrons en lumière ceux qui exercent cette profession dans le monde entier. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre pour ce 13h30. Comme annoncé depuis plusieurs jours déjà, les élus du peuple se sont réunis au sein de l'hémicycle hier dans la matinée pour poursuivre l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'année 2024. Parmi les 12 points inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière, un seul a été abordé. Il s'agit du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. Océane Amoussou pour le compte rendu. Au nombre de 12 points à l'ordre du jour, cette séance plénière s'est penchée sur l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme qui a étudié au fond le dit projet de loi. Certains sujets ont fait l'objet de vifs débats en commission, au nombre desquels l'institution ou non d'un bureau pour la commission et la question de la mise à disposition par le ministère de la Législation et de la Justice d'un personnel d'appui au comité ad hoc de sélection des membres de la commission. L'adoption du projet de loi en étude vise essentiellement la transparence, l'efficience, le respect des obligations souscrites par le Bénin et permettra de se conformer aux principes de Paris et à l'article 17 du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Étant une institution qui joue un rôle crucial dans le maintien du respect des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme se doit d'être bien réformée, au dire des députés. Normalement, même si c'est 5, la femme doit prendre au moins 2 parts. Pourquoi c'est un avocat pénaliste qui doit représenter les avocats? Je trouve que c'est assez restrictif. Les membres du groupe parlementaire, les démocrates présents au niveau de cette commission ont voté contre ce rapport-là. Pourquoi on doit noter que le rapport a été voté à l'unanimité? Tout le monde risque d'être membre de l'UPR pour se faire désigner à cette commission. Je ne suis pas d'accord. Et je crois, quand on fait la revue des pays, toutes les institutions ont au moins, au bas mot, 9 membres. Ce que 7 personnes n'ont pas pu faire, ce n'est pas 9 personnes qui vont le faire. 2, non, je le dis parce que si je prends même l'exemple de nous-mêmes ici, je prends les commissions permanentes techniques. Nous sommes 5 dans l'exécutif des commissions, mais combien travaillent à la tête des commissions? Notre pays a fait le choix de la démocratie, qui, selon nous, est le système qui garantit la paix et l'épanouissement de nos populations. Et nous sommes en bon chemin. Les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent la façon dont les êtres humains vivent en société. Et pour ce qui est de la protection de ce droit dans un pays démocratique comme le Bénin, les parlementaires et le gouvernement entendent accorder leur réflexion.
chapitre par chapitre, les députés ont mené les discussions particulières. La séance a été suspendue aux fins d'harmonisation des amendements et elle sera reprise le mardi 27 février 2024 à 14 h. Et parmi les sujets qui sont au cœur de cette session extraordinaire figure celui relatif à la relecture du code électoral, alors que le député Natondé Aké avait déposé une proposition de loi dans ce sens. L'Assemblée nationale a enregistré une nouvelle proposition de loi visant également la modification du code électoral. Ce texte porté par le député Nourémou Achadé vise plusieurs mesures qui soulageraient les partis politiques à l'occasion des prochaines élections. Selon lui, il s'est confié à Gilles Kritchidi dans un entretien que je vous propose de suivre. La Cour constitutionnelle dit que le parrainage des députés n'a aucun problème. Alors, il reste que les maires. Il y a certains qui déjà, du 1er février au 5 février seront relus, seront déjà élus les nouveaux maires. Oui. Et dans ce cadre-là, puisque c'est le 5, le dépôt des dossiers de candidature, ces maires-là pouvaient aussi prétendre à parrainer, ce qui fausse le jeu. Et c'est ça que la Cour a voulu qu'on rétablisse. Alors, si les députés de la 9e législature peuvent parrainer, ce qui reste à faire, c'est de faire en sorte que les maires qui sont en place actuellement parrainent. Parce que l'installation du maire court du 1er février au 15 février. Donc, il faut sortir la date du dépôt des dossiers de cet engrenage-là pour permettre que les maires actuels votent. C'est pourquoi il faut augmenter le nombre de jours par rapport au dépôt des dossiers de candidature de l'élection à la fonction présidentielle. La loi actuelle dit 50 jours avant le début des campagnes pour le premier tour, il faut déposer les dossiers. Alors, il suffit de dire 60 jours avant le début, aucun maire n'est encore installé. C'est ce que nous avons fait. Et j'ai parlé du mais vous avez parlé du quitus fiscal, oui. Les élections qui viennent, les élections couplées, c'est communales et législatives. Nous avons 1815 à la date d'aujourd'hui conseillers communaux. Avec leurs suppléants, ça fait 1815 fois 2, 1730. Par parti politique. Les élections passées, il y a 7 partis politiques qui ont concouru pour les législatives. Pour les communales, il peut avoir plus. Supposons qu'il y a 10 partis politiques qui concourent. Donc, nous nous trouvons autour de 5000 dossiers que la direction des impôts doit pouvoir fouiller et délivrer. Vous imaginez, la direction des impôts n'a pas les ressources humaines et techniques pour le faire. Un tour à présent dans les collines, fin du séminaire d'imprégnation et d'appropriation du plan stratégique de développement et de la territorialisation des projets et programmes du secteur agricole, tenu à Dassazoumen le jeudi 22 au vendredi 23 février dernier. Cette activité s'est déroulée en présence des députés et du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui. Les précisions avec Latif Boni et Octave Adjou. Un séminaire comme une occasion pour convaincre. Ici à Dassa, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a défendu ses engagements et ses orientations agricoles devant les députés. À l'heure du bilan, les sentiments coulent de source. Nous partons d'ici avec la certitude que les participants sont imprégnés de la politique gouvernementale du secteur agricole, qu'ils sont également éclairés sur les difficultés rencontrées, de même que les perspectives du gouvernement relatives au secteur agricole pour 2024. Les députés ont quant à eux une meilleure compréhension des projets d'investissement public
et des accords de financement signés par la République du Bénin au profit du secteur agricole. Une cérémonie de clôture avec les satisfactions des dirigeants du Parlement, satisfaction en écho avec les avis recueillis chez les élus. Bien évidemment, les gens sont venus faire des communications. Nous avons compris, mais nous avons le devoir en tant que parlementaires, puisque, je vous le dis, les parlementaires que vous voyez là, il y a plein de cadres. Donc nous devons parfaire ce qui nous a été présenté. C'est notre rôle. Et nous avons également le devoir d'aller à la base pour expliquer tout ce qui se fait par le gouvernement. Les députés que nous sommes, représentants du peuple, nous allons faire des propositions concrètes au gouvernement pour pouvoir appuyer le monde agricole. On dirait même que je suis l'initiateur du séminaire parce que j'ai appris beaucoup du séminaire et je sais, en sortant donc de ce séminaire, les actes que je dois poser, c'est important pour moi. En matière de maraîchage, il faut dire que beaucoup d'efforts se voient. Et les aménagements qui sont faits, et les populations vraiment trouvent leur intérêt. C'est quand même bien fait. Lorsque vous prenez par exemple les marchés de grands propos, les marchés de semis, ça a quand même contribué à quand même réduire les peines des populations. Ce qu'on aurait souhaité, parce que c'est insuffisant, ce qu'on aurait souhaité, c'est de généraliser dans toutes les localités où se trouvent ces bas-fonds-là. Être écouté, voir son secteur être scanné par la représentation nationale, le ministre se dit des plus heureux, avec une promesse, puiser autant que possible dans l'immense contribution des députés pour améliorer le management du secteur agricole. Ceci a été pour nous une belle école d'application de ce que nous faisions en silence. Dans une démarche pédagogique, on est arrivé à apporter des éléments de réponse. Mieux, nous les avons dotés de la documentation nécessaire pour se retrouver, chacun même dans sa circonscription, et dire exactement ce que le secteur agricole est. Le séminaire parlementaire d'imprégnation et d'appropriation du plan stratégique de développement agricole, une première qui devrait faire école au dire des participants. Participants qui n'hésitent pas à confier que le rendez-vous a été au-delà des attentes. Et parmi les élus qui ont pris part activement à ce séminaire, il y a les membres du réseau des parlementaires pour le développement de l'agriculture. Le président de ce réseau, Charles Toko, a fait le point des débats menés tout au long du séminaire. Il a aussi partagé avec nos reporters ses analyses des politiques et des enjeux du secteur. Je vous propose de l'écouter. Dans ce pays, il y a des milliers de projets, mais personne ne sait avec exactitude où est-ce que ces projets agissent. Prenons un exemple. La dernière fois, il y a 2 mois, j'étais à Parakou, j'ai rencontré de jeunes agriculteurs qui faisaient du maraîchage. Ils m'ont dit, grand frère, aidez-nous. Où est-ce qu'on peut aller pour avoir de l'aide? Je ne sais quoi leur dire. Quel est le projet qui intervient dans le maraîchage à Parakou? On ne sait pas. Qui fait quoi? On ne sait pas. Si bien que finalement, on se rend compte que ces projets sont destinés au bureau. Les gens restent là, ils imaginent n'importe quoi, mais territorialement, on ne les remarque pas du tout. On ne les remarque pas. Je suis un agriculteur, que ce soit le soja, que ce soit même l'élevage. On ne sait pas. Le FNDA, combien de personnes connaissent les guichets du FNDA? C'est comme ça nous végétons, c'est pour cela nous nous sommes réunis. On veut savoir qui fait quoi et où et comment. Voilà de façon terre à terre l'objectif de ce séminaire. Et on a eu des réponses. On a été plus que satisfait. Depuis hier, c'est vraiment, on a mis les points sur les i. Donc je peux dire, vous savez, je n'ai pas l'habitude de m'extasier comme ça, mais je dis qu'on a été satisfait. Désormais, devant nos mandats, devant les jeunes, devant des agriculteurs, où que nous soyons, nous allons pouvoir apporter des réponses satisfaisantes. Le chef de l'État a dit, en décembre 2024, on ralentit les importations de produits congelés. Est-ce que vous avez vu quelqu'un s'alarmer? Pourtant, pour que le chef de l'État tienne sa promesse en décembre 2024, 6 mois avant, on devait déjà
mettre les poussins en cage pour avoir les œufs en décembre 2024. S'il faut mettre les poussins 6 mois avant, ça veut dire que 3 mois avant, il faut faire ces cages. Ça veut dire qu'il faut commencer les négociations bancaires 4 mois avant ça, donc 1 an. Nous sommes en décembre. Nous sommes en février, bientôt mars. Rien n'est fait. Rien. C'est comme si le chef de l'État n'avait pas parlé. Alors, on va attendre, quand il restera 3 mois, on va commencer à courir. Non, on n'est pas prêt, les agriculteurs ne sont pas prêts. Mais pourquoi on a de ces organismes? Pourquoi on a ces projets? Pourquoi on a le FNDA? Pourquoi déjà, dès à présent, on n'a pas des ateliers, on n'a pas des rencontres tripartites, gouvernement, banque, privé? Pourquoi? Dites-le nous. Ou bien vous pensez que quelqu'un va sortir 500 millions de sa poche pour aller faire monter des batteries? Non. Et que quelqu'un va sortir 1 milliard pour monter des batteries alors qu'il n'a pas une garantie sur certaines du gouvernement? Non. Donc il faut une rencontre tripartite, gouvernement, banque, agriculteurs, producteurs. Et qu'on s'entende. Les banques n'ont qu'à nous dire quelles sont leurs conditions. Nous, quelle est la garantie que l'État nous donne? Si par exemple on investit dans les batteries et en décembre 2024 l'État ne ralentissait pas les importations, nos investissements deviennent quoi? Voilà ce qui se passe dans le pays. L'accompagnement tout autour du chef de l'État n'existe pas en matière agricole. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit, je ne veux plus citer. Vous étiez là quand j'ai parlé. Je l'ai dit. Quand le chef d'État prend une décision, quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont ceux qui devaient réaliser cette ambition du chef de l'État? Nous allons nous rester là et à 3 mois on va commencer à courir, c'est trop tard. Allons au cœur de l'administration parlementaire pour découvrir un service responsable des archives de l'Assemblée nationale et de la République, à savoir le service de la documentation et des archives. Ce service préserve les documents qui retracent les faits survenus au cours des séances plénières afin de rendre compte fidèlement de l'histoire politique du pays. Le reportage de Stéphanie Dekpemandora. Au cœur de ces majestueux bâtiments du palais des gouverneurs se trouve un lieu calme où se cachent les témoins du passé, les archives. Ces rayons, remplis de documents, s'étendent à perte de vue dans un coin bien discret du palais des gouverneurs. Ils sont manipulés et protégés par un personnel qualifié qui forme le service de la documentation et des archives. Toute la production, l'ensemble de la production législative, nous la gérons. Tout ce qui entre, tout ce qui est produit, ou tout ce qui entre au sein de notre administration, nous avons le regard sur ces différents documents. Les lois, les débats parlementaires, les décisions du président de l'Assemblée nationale, les comptes rendus intégraux. Ce service détient la mémoire de la démocratie béninoise pour collecter, classer, conserver tous les documents que chaque service de l'administration parlementaire produit. Le chef du service se fait aider par ses collaborateurs répartis en 2 divisions. La division archive, par exemple, elle élabore le répertoire des débats parlementaires, le répertoire des lois votées par l'Assemblée nationale. Elle tient et met à jour la liste des députés. La répartition des députés, par exemple. La division documentation, quant à elle, fait des acquisitions pour actualiser le fonds documentaire. Toute la production, lorsque le Parlement produit des ouvrages, on nous les envoie. Si on nous les envoie, on doit les traiter. Donc c'est la division documentation qui s'en occupe. C'est-à-dire les livres. Par contre, lorsque nous prenons la décision du président de l'Assemblée nationale qui est signée aujourd'hui, c'est la division archive qui s'en occupe. C'est-à-dire le document administratif qui est généré, qui est né. Nous avons les journaux qui datent ici de 90, peut-être même avant, qui sont compilés sous forme de livres. En tant que gardienne de l'histoire, les archives fournissent des preuves tangibles pour convaincre. Dans ces documents, le passé se mêle au présent pour éclairer le futur. C'est ainsi que le service de la documentation et des archives intervient avant et après l'élaboration des documents. Le service de la documentation et des archives n'intervient pas seulement en aval de la production du document, mais en amont. Les services peuvent nous solliciter. Nous allons vers eux, vers nos collègues, par rapport à ce dossier. Voilà comment est-ce qu'il faut le traiter. Voilà comment il faut le gérer. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que tout récemment, le secrétaire général administratif a pris une note de service pour demander aux différents directeurs de procéder à la désignation des points focaux archives au niveau de tous les services
C'est le service de la documentation des archives qui sert d'appui conseil aux collègues. En veillant à ce que ces trésors soient toujours dans de bonnes conditions, plusieurs autres projets sont envisagés. Notamment le référentiel d'archivage, le cadre de classement, le tableau d'élimination, si vous voulez, le tableau de conservation. Les outils que je viens de citer sont indispensables pour l'organisation complète de nos archives. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le dossier qui est en instance en ce moment. Il y a aussi, bien avant cela, la politique de gouvernance des archives sur 10 ans. Chaque étagère de ce lieu est témoin des débats politiques, des lois et des décisions politiques qui datent de plusieurs décennies. Et pour valoriser la transparence de tous ces documents, la porte de l'institution parlementaire est ouverte à tout citoyen qui désire se plonger dans l'histoire de la démocratie. Hors du Parlement béninois à présent, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était en visite officielle en Égypte du 18 au 20 février de la semaine dernière. Une visite qui vise à promouvoir les relations entre les deux pays. Au cours de son séjour, Adama Bictogo a rencontré les hauts dirigeants et investisseurs égyptiens. Vanoli Olibé pour les détails. C'est sa première visite officielle en Égypte en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo, avec son homologue égyptien Anafi Ali Gebali, président de la Chambre des représentants de la République arabe d'Égypte, ont prévu une série de réunions avec des investisseurs et plusieurs fêtières d'hommes d'affaires égyptiens, notamment les dirigeants de la compagnie aérienne Egypt Air et le constructeur d'autobus MCV. Une visite de travail qui revêt des significations importantes dans la mesure où les deux pays souhaitent renforcer et multiplier leur coopération dans plusieurs domaines. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entend souligner la détermination des hauts dirigeants des deux pays à promouvoir les liens diplomatiques, à élargir de manière proactive et active les bases des relations bilatérales et à promouvoir la coopération efficace et substantielle entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte dans tous les domaines. Dans la revue de presse de ce jour, les médias reviennent sur la séance plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale. Il est aussi question de football avec la journée FIFA que prépare le Bénin. La revue de presse de ce jour est signée Latif Boni. La revue de presse du jour. Bonjour, bienvenue. Assemblée nationale, la réforme de la CBDH enclenchée, titre ce matin le quotidien de service public La Nation. Le média annonce que les députés, les journalistes et autres risquent de ne plus avoir de représentants au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme avec l'examen du projet de loi sur l'institution enclenchée hier lundi 26 février au Parlement. Le projet a été introduit au Parlement par le gouvernement avec un texte qui vise essentiellement la transparence, l'efficience, le respect des obligations souscrites par le Bénin, peut-on lire dans les colonnes et le site internet du média du service public. L'innovation du texte concerne la composition de la commission dont les membres pourraient passer de 11 à 7, écrivent mes confrères. Les membres députés et ceux issus de la société civile, dont celui des journalistes, sont en train d'être sortis de l'institution. La CBDH, version réformée, sera composée de 7 personnalités, à savoir un enseignant de droit, de sociologie ou de psychologie à l'université, un magistrat, un avocat pénaliste, un médecin, un expert ayant de solides connaissances en matière pénitentiaire. Détaille La Nation. Fraternité parle du démarrage de l'examen du même test et note que le chapitre 3 relatif à la composition, au mandat et à l'organisation de la CBDH n'a pas pu être adopté. Le journal explique que c'est la question du genre qui a compliqué les choses avec un débat sans fin qui a conduit à la suspension des travaux dirigés par Barthélémy Cassa, le premier vice-président. Travaux qui devront reprendre ce jour à 14h, renseignent mes confrères.
En football, la prochaine journée FIFA est en mars et le Bénin ne compte pas rester en marge de ce rendez-vous. Guénotro, le sélectionneur national, sera face à la presse à cet effet. Il fait sa sortie le 6 mars prochain, informe le Béninois Libéré. Pour cette trêve de mars, l'équipe béninoise de football devrait disputer 2 matchs amicaux. Le mardi 6 mars, écrit le journal, le technicien franco-allemand dévoilera la liste des joueurs convoqués pour la trêve internationale et le technicien franco-allemand devra se justifier et justifier ses choix. La revue de presse, bonne journée à tous. C'est notre page magazine à présent. Le tourisme est devenu un des secteurs économiques les plus importants dans de nombreux pays et un acteur à part entière de l'économie mondiale. Il n'en fallait pas plus pour que l'on institue une journée internationale consacrée aux guides de tourisme. Cette journée, c'était le 21 février dernier et pour cette occasion, Océane Amoussou nous emmène à la découverte de ceux qui exercent ce métier. Le guide de tourisme, contrairement au guide touristique, est une personne, un professionnel qui accompagne les touristes lors de visites guidées dans les musées, villes d'art et d'histoire, fouilles archéologiques, sites présentant un intérêt historique et culturel. C'est un métier sensible et exigeant. C'est pour cela qu'il faut être qualifié pour devenir un guide de tourisme. On pourrait se demander, mais attends, pour être guide, est-ce qu'on a besoin de se former? Mais c'est vrai, on a besoin de se former. Je sais déjà qu'à l'université, par exemple, il y a des programmes de formation de type licence pour être guide de tourisme. Il y a également à Kassato, à Calavi, le lycée sino-béninois qui forme également des jeunes qui ont un DT, donc équivalent du baccalauréat, un bac technique, également sur en guidage. Et donc ce sont des jeunes qui, une fois entrés à l'université, peuvent se spécialiser pour devenir des guides de métier. Et donc oui, il faut être formé. Il y a plusieurs offres actuellement sur le territoire. Il y a donc d'autres privés qui essaient de proposer des formations. Il y a l'État qui voudrait mieux encadrer et qui est en train d'initier une nouvelle formation avec l'espace d'innovation et de savoir de CMCity. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des espaces qui forment. Et après avoir obtenu le diplôme, il faudrait avoir l'agrément pour exercer. Il faudrait avoir l'autorisation de l'État pour exercer. Pour exercer au mieux son travail, le guide de tourisme doit très bien connaître l'histoire du lieu, mais aussi les us, coutumes et traditions. Il doit savoir créer des liens avec le public afin de susciter l'intérêt pour le contenu de la visite guidée et de garder l'attention. Il doit surtout savoir communiquer. Il doit être éloquent, savoir passer le message qu'il a donc sur un espace ou sur un pays. Les guides aujourd'hui sont très sollicités parce qu'il y a du boulot et il faudrait qu'ils savent correctement. Le guide de tourisme est un métier noble, certes pas reconnu encore sous nos cieux, mais il nourrit son homme. Ma fille, quand je devais déclarer ma profession une fois à l'arrondissement pour établir son acte de naissance, c'était compliqué quand je m'étais présenté comme guide de tourisme. Aujourd'hui, dans la nomenclature des métiers au Bénin, il figure le métier de guide de tourisme et donc ça nous honore, ça nous enchante.
depuis 2016 avec le programme d'action du gouvernement du Bénin qui donne une place de choix au tourisme et à la culture. Plusieurs offres sont désormais disponibles sur le marché. Cela participe à l'auto-emploi et à l'épanouissement de la jeunesse du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure, la même chaîne pour plus d'informations.